Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors ce dimanche, on va parler du Bitcoin et on va surtout se poser une question. Est-ce que c'est la fin de la tendance haussière sur le Bitcoin? Alors c'est pas du tout une question putaclic, c'est vraiment une question hyper intéressante je pense. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'air d'être quand même extrêmement pessimistes par rapport au Bitcoin. Je vois très souvent des personnes qui sont très sûres d'eux à nous dire que non, le Bitcoin, les gars, va aller à 3000 $, il va aller à 1000 $, le Bitcoin va aller beaucoup plus bas, le halving, c'est du bullshit, c'est beaucoup trop facile, on va aller chercher plus bas. Aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de pessimisme sur le marché, donc c'est plutôt bon signe, c'est même très bon signe d'avoir beaucoup en fait de pessimisme, parce que c'est justement quand il y a beaucoup de pessimisme qu'il faut être optimiste, c'est mon cas. Mais je pense que ça reste une question hyper intéressante. Est-ce que nous sommes à l'aube de la fin de la tendance haussière long terme sur le Bitcoin? Et c'est une question que je vais m'efforcer de répondre avec un maximum d'arguments les plus objectifs possibles. Avant de commencer à répondre à cette question, je vais d'abord vous présenter quelque chose. Alors, moi maintenant, vous le savez, je ne fais pas de vidéos sponsorisées. On ne m'achète pas, d'accord? Donc c'est pas en fait parce qu'une entreprise veut me payer 5 000, 10 000, 50 000 euros, peu importe, on s'en fout de la somme, je refuserai systématiquement. Par contre, je me dis quand même que j'ai une chaîne, j'ai une audience, et autant en faire profiter de produits qui sont intéressants, comme de projets qui sont intéressants. Et c'est même pour ça que je m'efforce de présenter en fait des projets français intéressants, comme j'ai pu le faire avec Napoléon X, comme j'ai pu le faire avec Krill. À chaque fois, il n'y a absolument aucun contrat, aucun échange de quoi que ce soit. Je reçois ni token, ni argent, rien. Je négocie même pas de l'affiliation, ni rien du tout. Donc ça, il faut bien le comprendre que c'est uniquement parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie en fait de mettre en avant ces projets-là. Et c'est pas en fait parce que systématiquement, dès qu'on met quelque chose en avant, il y a forcément un échange. Non, on peut le faire. J'en suis quand même la preuve aujourd'hui. Alors je sais, la plupart des gens aujourd'hui ne le feront pas. La plupart des gens, même s'ils vont vous dire oui, mais on prend les meilleurs projets, oui, mais il y a un échange d'argent, donc ça biaise au final le résultat. Moi, il n'y a aucun échange d'argent. Et il y a même eu des fois où j'ai fait des vidéos et au final après je me suis dit non, en fait la vidéo elle me plaît pas. J'aurais aimé en fait qu'on aborde tel sujet, j'aurais aimé qu'on parle de ça, au final on l'a pas fait, ou ça a été beauté en touche et ça m'a dérangé et les vidéos sont pas sorties. Et ça en fait je peux le faire parce que je fais ce que je veux. J'ai aucun contrat, il n'y a rien qui m'oblige à faire quoi que ce soit, mais quand je vois un truc intéressant, je me dis autant en faire profiter. Donc aujourd'hui, vous savez quand même qu'il faut absolument sécuriser ces crypto-monnaies. Bon, je recommande très souvent soit de le faire avec un ledger, soit de le faire avec un trésor. J'ai même fait une vidéo par rapport à ça qui vous présente les 3 principaux porte-monnaies. Ça va apparaître en haut à droite de votre écran. Eh bien, ces porte-monnaies-là, je pense que maintenant vous le savez, en tout cas pour tous ceux qui en ont un, ils fonctionnent avec une sorte de clé privée maître, une sorte de super clé privée qui est en fait une suite de mots. Donc ça peut être 12, 24 mots au maximum, mais en gros, c'est ça qu'il faut sécuriser au maximum. C'est pas en fait la clé qu'il faut sécuriser, bien que la clé reste importante. Ce qui est en fait le plus important, c'est ce qui vous permet de restaurer votre ledger, votre trésor, peu importe votre porte-monnaie physique ou même votre porte-monnaie par exemple sur votre téléphone, ils fonctionnent tous avec cette suite de mots. C'est un standard. Donc c'est une suite de mots en général de 2048 mots prédéfinis. C'est pas des mots qui sont pris au hasard, absolument pas. Et donc, pour protéger cette suite de mots, comment est-ce que vous faites? Parce que mine de rien, c'est bien joli en fait d'avoir un super appareil comme ça pour sécuriser en fait vos cryptos. Mais si vous sécurisez mal votre suite de 24 mots, ça sert absolument à rien. Parce que n'importe qui tombe sur cette suite de mots peut restaurer n'importe quel porte-monnaie et peut le vider. Donc c'est pour ça que, en fait, limite, j'ai envie de dire que c'est ça qu'il faut le plus sécuriser. Et aujourd'hui, que font la plupart des gens? Soit ils le notent sur un bout de papier, soit ils le mettent même directement dans une clé USB. Mais c'est hyper vulnérable. Dans une clé USB, dans leur ordinateur, parfois même dans le cloud, ils vont le mettre. Enfin, ils sont complètement fous. Alors que justement, cette clé, il faudrait vraiment la sécuriser au maximum. L'inscrire sur un papier, c'est pas mal. Le problème, c'est quoi? C'est que le papier, il va se détériorer. Il peut prendre l'humidité. Il peut brûler. Il peut être détruit pour plein de raisons différentes. Ça peut être un accident, vous renversez un verre, boum, le bout de papier était à côté et c'est terminé. Je suis tombé en fait sur une boîte qui proposait une solution hyper intéressante et c'est moi
qui les contacter pour voir s'il y avait moyen qu'ils m'envoient gratuitement leur solution en fait. Et ils m'ont envoyé 2 de leurs solutions. Alors je le répète, il n'y a aucun échange financier. Ils m'ont juste envoyé le produit, il n'y a aucun contrat qui me lie à dire quoi que ce soit. Je fais absolument ce que je veux et je vais dire vraiment ce que je pense par rapport à ce produit. Alors cette entreprise-là, c'est CryptoTag. Alors ils ont fait une version haut de gamme et une version plus grand public. Je vais ensuite dire rapidement les avantages et les inconvénients et surtout vous expliquer quand est-ce que ça a du sens et quand est-ce que ça n'a pas de sens de passer par ce type de solutions un petit peu radicales, mais qui, je pense, sont quand même très importantes. Donc, la première solution, c'est la solution haut de gamme. La solution haut de gamme, elle s'appelle Tor. Donc, vous allez vite comprendre pourquoi. À cause, bien évidemment, du marteau. À cause du marteau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le marteau. Ici, on va avoir les lettres. Donc, c'est toutes les lettres de l'alphabet, bien évidemment. On a des plaques en titane ici. Et donc là, ça va être le socle dans lequel on prend la plaque, on la met dedans. Là, on vise exactement où est-ce qu'on veut mettre. On met ça comme ça, on prend une lettre, on la met là. Et après, boum, on tape avec le marteau. Donc, ce qui est plutôt intéressant, en fait, c'est de regarder justement dans ces plaques qui sont en titane. Et c'est justement ça qui va vous permettre de vraiment pouvoir sécuriser votre suite de mots. Donc, ça se représente comme ça. Donc là, j'espère que vous pouvez bien le voir avec la lumière. Donc là, vous voyez qu'il y a bien les 24 mots. Il n'y a que les 4 premières lettres. C'est complètement normal. En fait, ça ne sert à rien de stocker plus que les 4 premières lettres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2048 mots. Et il ne peut pas y avoir 2 mots qui vont commencer par les 4 premières mêmes lettres. Donc c'est pour ça en fait qu'on peut uniquement stocker les 4 premières lettres. Donc, cette solution, c'est la solution ultime. Hein. Alors, elle coûte un peu cher. Elle coûte dans les 200-250 €. Et ensuite, on peut acheter uniquement les plaques qui vont coûter environ 100 €. Donc, c'est ça en fait qui coûte quasiment le plus cher. Hein. Donc, l'avantage et l'inconvénient en fait de cette solution, c'est que d'une part, elle coûte quand même assez cher. On va dire en termes d'inconvénients, ça coûte assez cher. Et surtout, on peut se tromper au début. Moi, j'y suis un petit peu allé en mode bourrin au début. Et en fait, vous pouvez le voir que c'est pas parfait. Vous voyez qu'au début, c'est pas parfait. Par contre, après, je me suis quand même vachement amélioré. Donc, la première plaque, soit on fait super attention, mais il y a beaucoup de chances quand même de se tromper si on fait pas trop attention. Il faut pas taper en fait comme un bourrin. Il faut taper justement plusieurs fois, mais pas trop fort pour rester le plus stable possible. Donc voilà, c'est une prise de main. Bien évidemment, moi, je l'avoue, hein, j'y suis allé un petit peu comme un bourrin, sans même regarder ni rien le tutoriel sur Internet. Et pourtant, ils expliquent exactement comment faire. Donc là, c'est vraiment à cause de moi. Mais en tout cas, après, une fois que j'ai quand même compris comment bien le faire, j'avais eu aucun souci pour inscrire les lettres. Donc vraiment, c'est une solution vraiment pas mal. Si vous avez plusieurs ledgers, c'est vraiment super parce qu'une plaque vous permet en fait de stocker une suite de mots de 24 mots. Donc là, vous en avez 2. Donc là, ça vous permet en fait de stocker par exemple 2 ledgers. Et ensuite, imaginons que vous ayez 4-5 ledgers. Eh bien, vous pouvez juste acheter ça en plus. Ça coûte 100 € pour avoir les 2 plaques supplémentaires. Alors, comme inconvénient, écoutez, la seule chose que j'ai pu remarquer, c'est que y a eu un petit peu de rouille qui s'est mise au niveau des lettres. Alors, uniquement des lettres, pas au niveau de la plaque. Vous avez vu que la plaque, elle est nickel. Hein. Par contre, au niveau des lettres, voilà, il y a un peu de rouille. Alors, honnêtement, ça n'empêche absolument pas l'utilisation en fait de la lettre. On peut toujours en fait s'en servir. Juste, voilà, c'est une remarque. Ça a rouillé. Alors forcément, ils sont pas à leur avantage parce que moi ici chez Maurice, c'est extrêmement humide. Le taux d'humidité, il est hyper élevé. Et c'est vrai que en général, tout ce qui a tendance à facilement, on va dire, pourrir ou rouiller, ça rouille énormément et ça pourrit énormément. Par exemple, vous laissez traîner une ceinture en cuir, je peux vous assurer que vous allez en fait la retrouver plein de moisissures. Donc aussi le climat n'aide pas. En tout cas, voilà, ça reste une remarque que je pourrais leur faire. C'est à peu près tout. Sinon, franchement, c'est vraiment une bonne solution. Ensuite, il y a une deuxième solution qui est un peu plus accessible, qui coûte un peu moins cher. C'est cette solution-là. Vous voyez que c'est un peu moins radical qu'avec le gros marteau. Donc ça, c'est la solution plus grand public, j'ai envie de dire, qui est un petit peu différente. Donc on a toujours ce système de plaques. C'est les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes plaques. Mais vous allez voir qu'au final, les inscriptions ne sont pas les mêmes. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout pareil. En fait, pourquoi? Donc là, vous voyez, pour ne pas en fait avoir à nous donner toutes les lettres à chaque fois, ils ont mis un système de chiffres. En gros, il faut convertir sa suite de 24 mots, même 12 mots, peu importe, en chiffres. Forcément,
il n'y a que 10 chiffres possibles, alors que des lettres, il y en a quand même beaucoup plus. Il y a tout l'alphabet en fait. Donc là, en fait, ils ont pu, en faisant comme ça, mettre tous les chiffres. Et ensuite, nous, on fait une sorte de poinçon. Regardez, là, j'ai fait un petit poinçon. Vous voyez, le 0, là, le 0. On voit le petit poinçon. Donc, le petit inconvénient par rapport à l'autre, c'est que là, il faut 2 plaques pour faire 24 mots. Donc, ça veut dire qu'en achetant juste la solution comme ça, avec juste les 2 plaques, on peut sauvegarder que 24 mots. Et si vous avez en deuxième ledger, il faut acheter une autre plaque et vous pourrez, pareil, stocker votre suite de 24 mots. Mais la grosse différence, c'est que là, on peut avoir 2 ledgers et là, un seul ledger. Voilà, donc c'est juste la grosse différence. Donc concrètement, le Tor, la version haut de gamme, elle est intéressante si on a vraiment plusieurs suites de mots à sécuriser. Si vous en avez qu'une seule, honnêtement, cette solution-là, elle est clairement meilleure. Ensuite, à l'utilisation, ça fonctionne avec ceci. Donc en gros, c'est assez simple pour le coup. Et pour le coup, en y allant un petit peu comme un bourrin, on fait beaucoup moins d'erreurs. Là, directement, on a quand même beaucoup plus de précision. Et je préfère en fait utiliser ça que le marteau. Et en gros, il faut juste bien viser. Et ensuite, on appuie. Après, tac, ça fait un petit poinçon. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle solution. Ça vient tout juste de sortir. Alors que la solution avec le bon vieux marteau, celle-là, elle existe depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà un petit peu pour les 2 produits. Maintenant, est-ce que c'est vraiment à destination de tout le monde? Moi, je pense que honnêtement, si vous avez quelques milliers d'euros, ayez uniquement ceci. Un porte-monnaie comme ça, soit un trésor, soit un ledger. Vous prenez le Nano S, c'est amplement suffisant. Honnêtement, le X, honnêtement, n'apporte pas grand-chose de plus. C'est plus un confort en fait à l'utilisation qu'autre chose. C'est pas plus sécurisé. Donc moi, j'estime que ça, c'est amplement suffisant. Donc si vous avez quelques milliers d'euros, ce que je peux vous conseiller en fait, c'est de juste plastifier une feuille pour au moins la protéger de l'humidité. Ensuite, si vous commencez à avoir quelques dizaines de milliers d'euros, ça peut être intéressant de passer par cette solution-là. Voilà, c'est quand même cohérent. Après, il faut une cohérence. Je veux dire, si on a 1000 euros en crypto et qu'on dépense 100 euros pour ça et 100 euros pour ça, le budget pour sécuriser, c'est quand même 20% de ce que vous voulez sécuriser. Ça n'a pas de sens, d'accord? Absolument pas de sens. Donc, c'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Par contre, si on commence à avoir plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, là, cette solution peut être, à mon avis, assez intéressante. Ça coûte 130 euros de mémoire et juste la plaque coûte 100 euros. C'est vraiment la plaque en titane qui coûte super cher. En même temps, ça reste des matériaux qui coûtent aussi très très cher. Et ensuite, si vous avez plusieurs centaines de milliers d'euros, pour moi, cette solution, ça reste la meilleure et surtout la plus économique si vous avez, par exemple, moi ce que je recommande souvent à mes clients, c'est, par exemple, si tu as 200 000 euros, tu prends 4 ledgers et tu répartis 50 000, 50 000, 50 000 et 50 000. Ça veut dire 4 suites de mots. Et en fait, là, juste en prenant cette version et en rachetant juste une plaque, une extension en plus, vous avez de quoi stocker vos 4 suites de mots de vos 4 ledgers. Et pour le coup, là, il faudra acheter 3 extensions plus ça va vous coûter en fait plus cher. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant quand vous avez vraiment beaucoup de suites de mots à sécuriser de passer par le CryptoTag Tor. Donc il s'appelle le Tor. L'autre, c'est celui-là. Donc la version un petit peu plus accessible, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les 2 produits. J'espère que ça vous a plu. Donc je répète, j'insiste, mais c'est important. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Ça me fait vraiment plaisir en fait de mettre en avant ces produits-là. Et j'ai refusé la commission qui était de l'ordre de 15% sur chaque vente. Donc j'aurais pu récupérer, on va dire, entre 30 et 60 euros pour chaque vente. Mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse absolument pas parce que je ne veux pas avoir de contrat ni quoi que ce soit. Je veux pouvoir dire absolument ce que je veux et c'est ce que j'ai fait maintenant. Allez, c'était un petit peu long, donc j'espère que j'ai pas perdu trop de personnes. En tout cas, je mettrai quand même le timing pour ceux que ça n'intéresse pas du tout pour directement aller à la suite de la vidéo et pour répondre à la fameuse question, est-ce que nous sommes en fin de tendance haussière? Alors, avec tout ce pessimisme ambiant, il y a une question qui revient vraiment souvent. Sommes-nous toujours dans une tendance qui est haussière? Et pour ça, quoi de mieux que de savoir lire un graphique? Alors, c'est pas forcément très complexe, je vous rassure. On va afficher là le graphique du Bitcoin avec un maximum d'horizon de temps. Donc là, on est en mensuel. Chaque bougie est égale à 1 mois et ça commence à partir de 2011. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir?
on peut voir des sommets et des creux. Très important. Les sommets, c'est en rouge, les creux, c'est en vert. Donc, pour savoir en fait si on est dans une tendance qui est haussière, neutre ou baissière, il faut tout simplement appliquer la fameuse théorie de dos. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, si ce n'est même des centaines d'années presque. La fameuse théorie en fait de dos qui dit si les sommets et les creux sont de plus en plus hauts, nous sommes haussiers. Si les sommets et les creux sont de plus en plus bas, nous sommes baissiers. Et si c'est ni l'un ni l'autre, nous sommes neutres. Là, en très long terme, en mensuel, on est haussier. Tous les sommets et tous les creux sont de plus en plus hauts. Donc on est haussier. Donc là, c'était plutôt facile. Maintenant, on va se mettre en weekly, en hebdomadaire. Donc chaque bougie est égale à une semaine de cotation. Donc là, on peut voir déjà en fait d'autres tendances. On peut voir notamment la forte tendance haussière avec plus de 2800% de performance en 2016-2017. Je pense que beaucoup étaient là justement à ce moment-là. On a eu ensuite la belle phase de correction, puis une phase de consolidation et un début de retournement. La question en fait que peut-être maintenant vous vous posez, c'est est-ce qu'on est haussier ou baissier? Et bien pour l'instant, il n'y a pas véritablement en fait de tendance. Pourquoi? Parce que on a fait un plus bas à 3200 $, qui est plus haut que le précédent. Donc jusque-là, tout va bien. Mais on n'a pas encore fait de sommet qui est plus haut que le précédent. Est-ce que ça veut dire qu'on est baissier? Mais pas du tout. Pas du tout en fait. On sera baissier le jour où on fera un nouveau plus bas que le précédent. Donc ça veut dire que si le Bitcoin va chercher en dessous des 3200 $, alors là, je vous le dirai, nous sommes baissiers. Nous avons fait un nouveau plus bas et le sommet est également plus bas que le précédent. Donc pour l'instant, en fait, il y a un dilemme. Pour l'instant, soit le Bitcoin casse par le haut, il casse le précédent sommet des 20 000 $. Et dans ce cas-là, ça veut dire que nous sommes toujours, parce que actuellement quand même, on l'est, notamment en mensuel, on est haussier. Ça veut dire que nous sommes toujours dans une tendance qui est haussière. Si le prix décide de partir plus bas et de faire un nouveau plus bas que le précédent, de 3200 $, ça voudra dire que là, on change complètement de cycle et on passe sur une tendance baissière sur le long terme. Voilà. Donc pour l'instant, on est en attente. Et bien évidemment, c'est toujours plus intéressant de rentrer quand il n'y a pas encore de tendance, parce que quand la tendance sera dessinée, surtout si c'est vers le haut, ça va s'accélérer beaucoup plus rapidement. Donc c'est pour ça que moi, je préfère rentrer en amont plutôt que d'attendre. Après, c'est une prise de risque. Bien évidemment, il y a toujours une prise de risque. Toujours. On n'est pas là en se disant « j'investis sans risque ». Ça n'existe pas. L'investissement sans risque, alors ça existe dans la tête des politiques français, parce qu'en France, on déteste le risque et on fait tout en fait pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas de risque, comme par exemple le livret A, comme par exemple les taux d'intérêt fixes. Ça, c'est qu'en France. Dans aucun pays autre que la France, sauf peut-être quelques exceptions que je ne connais pas, mais personne propose des taux d'intérêt fixes. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Il n'y a que la France pour ça. Donc très souvent, on a l'impression que investir, c'est sans risque. Non. Il y a un risque à chaque fois que vous investissez. Pour avoir une performance, il faut avoir un risque. Même une toute petite, même 1, 2, 3% par an, vous prenez un risque. Ça, il faut le comprendre. Donc, aucun investissement n'est sans risque. Maintenant, pouvons-nous aller sous les 3000 $? C'est une question qu'on se pose souvent. Mais techniquement, il n'y a pas de raison. Techniquement, le Bitcoin peut aller où il veut, bien évidemment. Il peut aller à $1 million, il peut aller à $1, il peut aller à 3000 $, oui. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche vraiment le Bitcoin d'aller vers le haut ou vers le bas et d'aller sur des niveaux extrêmement hauts ou extrêmement bas, bien évidemment. Sauf que, est-ce qu'un Bitcoin qui va à 3000 $, c'est un Bitcoin qui est intéressant à acheter? Par rapport à ce que j'ai pu vous dire auparavant? Pas du tout. Parce que ça voudrait dire que le Bitcoin fait un nouveau plus bas. Donc ça voudrait dire qu'au final, la tendance haussière qu'on a eue pendant près de 10 années est terminée. Et qu'on va partir sur une tendance long terme qui va être baissière. Donc moi, je n'achète pas un marché qui se retourne et qui va devenir baissier. Donc tous ceux qui disent « j'attends que le Bitcoin aille à 3000 $, j'aimerais qu'on m'explique un petit peu la logique. J'aimerais en fait essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous achèteriez un Bitcoin à 3000 $, alors que ça signifierait que nous sommes dans une tendance qui serait baissière. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Donc, soit en fait, toutes ces personnes, elles font que procrastiner tout le temps. Elles font que se dire « non, mais c'est pas le bon moment. Non, je vais encore un petit peu attendre. » Ah, c'est comme pour n'importe quel type d'investissement. Comme pour l'immobilier, par exemple.
Combien de personnes vous disent non mais l'immobilier c'est dans une bulle, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Et quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on me disait ça, attention c'est dans une bulle. Depuis, ça me rapporte des milliers d'euros tous les mois depuis maintenant plusieurs années. Donc ces personnes-là en fait qui vous disent systématiquement il faut attendre, il faut comprendre qu'il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter, ça c'est vraiment très important. Donc moi un bitcoin à 3000 $, je veux bien. Mais d'une part, je ne l'achète pas. D'une deuxième part, ça aura des impacts sur le fondamental. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Un bitcoin en fait ne peut pas aller aussi bas que possible sans qu'il y ait aucune incidence, sans qu'il puisse au final remonter facilement. Non, quand le bitcoin va chercher vraiment des niveaux extrêmement bas, ça va impacter la tendance du bitcoin qui va passer baissière, mais ça va en plus impacter son fondamental. Et notamment la sécurité du bitcoin, qui je le rappelle, repose principalement sur les mineurs qui aujourd'hui sont en croissance. Donc vous savez que maintenant la blockchain du bitcoin, elle est sécurisée par les mineurs qui fournissent une puissance de calcul. Cette puissance de calcul, on l'appelle le hash rate. Plus il y a de puissance de calcul, plus le réseau est sécurisé, plus c'est coûteux d'attaquer le réseau, donc plus les personnes qui s'en servent ont confiance au réseau, plus il se développe, plus il prend de la valeur. C'est pour ça au final que le bitcoin est haussier depuis maintenant sa création. Mais qu'est-ce qui se passerait si le bitcoin irait trop bas ? Les mineurs ne seraient plus rentables. À 3000 $, c'est fini. Il n'y a plus aucune rentabilité. Il n'y a quasiment plus aucun mineur qui sera rentable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura une capitulation. Ça veut dire que les mineurs les plus faibles vont débrancher. Ceux qui peuvent se permettre de miner à perte plus longtemps vont survivre. Le hash rate va baisser. La difficulté de minage va automatiquement baisser. Et donc là, les mineurs vont recommencer à miner à profit. Ouais, mais le problème, c'est que le hash rate aura énormément baissé. Donc le réseau sera plus vulnérable. Ce sera moins coûteux d'attaquer le bitcoin. Donc il y aura moins de confiance, moins de personnes qui vont s'en servir et au final, moins de valorisation. Donc c'est un effet boule de neige. Si on va trop bas, ça aura un impact et à mon avis, on partira sur une forte tendance baissière. Donc c'est pour ça en fait que moi je veux bien un bitcoin à 3000 $. Bien sûr que tout le monde va acheter un bitcoin moins cher, mais il faut quand même comprendre les impacts que ça pourrait avoir autant d'un point de vue technique que fondamental. Et c'est pour ça que moi je n'y crois alors pas du tout. En plus, si on remet le graphique en weekly, donc en hebdomadaire, par semaine, on se rend compte que le prix est soutenu par la moyenne mobile 200. Cette moyenne mobile n'a jamais été cassée par le bas. Aujourd'hui, cette moyenne mobile, elle est à 5000 $. Donc, signifier en fait que le bitcoin aille sur 3000 $, ça signifie casser cette moyenne qui n'a jamais été cassée. Alors oui, c'est possible. Bien évidemment que c'est possible, mais ce serait un signal extrêmement baissier. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et moi, je n'achète pas, je le répète, un marché qui est en train de partir à la baisse. Donc, on ne peut pas acheter en fait du bitcoin à n'importe quel prix. Un bitcoin trop bas, honnêtement, ça aura vraiment des incidences qui vont être néfastes pour le bitcoin. Donc maintenant, ça, j'espère que c'est clair. Et en plus, d'autant plus quand il y aura eu le halving, où ce sera encore plus difficile pour les mineurs de tirer de la rentabilité. Un bitcoin à 3000 $, mais vous n'imaginez pas le nombre de mineurs qui vont devoir débrancher. Ça aura vraiment un impact très négatif sur le hash rate et sur la sécurité du réseau. Donc maintenant, j'espère que c'est clair. J'espère que tous ceux qui se posent la question de savoir est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'il faut faire, on est aujourd'hui sur des niveaux de prix assez intéressants. Je ne dis pas que le bitcoin ne peut pas retomber par exemple à 6000 $. Ça, c'est vraiment amplement possible que le bitcoin aille rechercher les 6000, 6200 $. C'est possible. Mais honnêtement, acheter un bitcoin dans les niveaux de prix aujourd'hui, si demain il continue sa tendance haussière, c'est vraiment acheter à un très très bon moment. Voilà. Après, si vous êtes baissier, mais n'achetez pas en fait. Quand on est baissier, on n'achète pas, on vend. Ou on vend à découvert, pourquoi pas, mais on n'achète pas. Donc ceux qui sont baissiers, moi vraiment j'insiste, mais je ne comprends pas comment vous pouvez me dire j'achète le bitcoin à 3000 $, à 1000 $, même encore en dessous. Honnêtement, je ne comprends pas. Donc au pire, vous m'expliquez dans les commentaires votre logique. Mais en fait, on ne peut pas juste tirer un chiffre du chapeau et se dire moi je vais acheter du bitcoin quand il aura cette valeur. Non, ça en fait c'est une excuse. C'est une excuse pour rien faire. Voilà. Donc ça c'est mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, dernière question. Est-ce que le CME, donc le CME, c'est notamment les contrats futurs du CME, ne serait-il pas en train de changer le marché du Bitcoin ? Eh bien en fait, clairement.
clairement. Je pense que même vous le savez. Rappelez-vous en fait quand j'avais fait une vidéo sur Bakkt, j'avais indiqué au final que plus il y aurait de produits pour les institutionnels et les professionnels qui vont se démocratiser pour le Bitcoin, et plus le Bitcoin serait impacté par ces produits-là. C'est normal. Alors, certaines personnes ne comprennent pas, parce que les contrats à terme, dits contrats futurs, très souvent, notamment ceux du CME, n'impliquent pas en fait d'achat de Bitcoin, donc ils ne comprennent pas pourquoi ça impacte. Mais en fait, c'est juste une question d'arbitrage. C'est juste de l'arbitrage. Si quelque chose a telle valeur sur tel produit, vous imaginez bien que le gap ne peut pas être trop important. Sinon, il y aura des personnes qui vont le combler. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça en fait que les contrats à terme, et notamment le marché du CME, il impacte énormément. Et également, il faut comprendre qu'il y a de nouvelles choses qui rentrent en jeu. Le CME, c'est un marché qui n'est pas ouvert 7 jours sur 7. Ça aussi, ça a des incidences. Il y a des contrats qui expirent. En fait, tout ça, c'est tout nouveau. Avant, dans les crypto-monnaies, il n'y avait que ce qu'on appelle le spot trading. Donc, le spot trading, c'est par exemple sur Binance, donc le Binance classique, quand vous achetez du Bitcoin, quand vous achetez physiquement du Bitcoin. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres produits qui existent, comme par exemple les contrats futurs, comme les ETF, comme les options, etc. Alors, tout n'existe pas encore avec du Bitcoin, mais au moins les contrats futurs. Et tous ces types ces nouveaux moyens, en fait, ces nouveaux produits d'investissement impliquent à chaque fois des nouvelles règles. Et les contrats futurs, il y a des expirations, il faut racheter, etc., etc. Il y a tout un nouveau mécanisme que peu de personnes aujourd'hui comprennent. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur les contrats futurs pour vraiment vous expliquer comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est certain aujourd'hui que les contrats futurs impactent le prix du Bitcoin. Mais en même temps, c'est ce qui se passe quand, au final, on développe des nouveaux produits sur le Bitcoin. Et c'est le Bitcoin, mais demain, ça pourrait être l'Ethereum, l'XRP et d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo est claire. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, c'est très important, je ne le dirai jamais assez, de mettre un like pour le soutien. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, même heure, 9h. Moi, je vous dis, passez un bon dimanche. J'espère qu'il ne fait pas trop froid là où vous êtes. En tout cas, à Maurice, l'été est bien installé et croyez-moi qu'il commence à faire bien chaud. Je vous dis donc bon dimanche, bonne semaine et à dimanche prochain. Merci.